Bonsoir, bienvenue. Je suis très ravi de vous voir aussi nombreux. On comptabilise près de 100 personnes pour cette conférence du Collège de France. Je remercie à John Shade d'être présent ce soir en direct. Il s'agit donc d'une conférence enregistrée, comme vous pouvez le voir en haut. Il y a des micros pour poser des questions à l'issue de la conférence. Donc, je vous remercie par avance de bien vouloir attendre le micro pour poser votre question afin que la question soit aussi enregistrée. Je vous rassure, vous n'êtes pas filmé, mais votre voix sera enregistrée pour la question. À la demande de Claudine aussi, merci beaucoup par avance d'éteindre vos portables pour éviter les sonneries durant la conférence. Et donc, je suis aussi toujours, je me répète à chaque fois, mais je suis très fier et heureux de recevoir le Collège de France ici à Moulins et de voir aussi le public qui s'agrandit de conférence en conférence. Merci beaucoup et je laisse la parole maintenant à Claudine Joseph pour vous présenter la soirée. Bonsoir. Alors moi, je suis toujours très heureuse de vous retrouver, en plus en plus nombreux. On a choisi une salle plus petite, mais il faudra peut-être la prochaine fois en avoir une plus grande. Et je remercie Monsieur le maire et son équipe toujours aussi fidèles. Et je vous remercie tous de votre attachement aux conférences du Collège de France. Alors ce soir, nous retrouvons le professeur John Shade, qui nous fait l'honneur de revenir à Moulins. Il était là le 4 avril 2016, où il a commenté une projection de la conférence qu'il avait faite à Aubervilliers. Et là, c'est une conférence en direct sur Rome au IIe siècle. Alors, quelques mots sur le professeur. John Shade fait ses études secondaires au Luxembourg et ses études supérieures à Strasbourg et à Paris. Il souhaite partir à Rome, obtient l'agrégation de grammaire et devient membre de l'École française de Rome. Il commence en 1975 des fouilles dans le quartier de la Magliana, menées régulièrement jusqu'en 88, puis en 97 et 98. Il soutient sa thèse de doctorat d'État sur Romulus et ses frères, le culte des frères Arval, modèle du culte public dans la Rome des empereurs. En 2001, il entre au Collège de France où il occupe la chaire « Religion, institutions et société dans la Rome antique ». Il poursuit parallèlement ses travaux archéologiques, étant co-directeur des fouilles du Djebel, Oust en Tunisie, coordinateur de la fouille expérimentale d'une nécropole à Classe près de Ravenne et coordinateur du projet Fana Templa de Lubra Corpus, des lieux de culte dans l'Italie antique. Il dirige plusieurs revues en France et à l'étranger. Il publie de nombreux ouvrages, dont Religion et piété à Rome, Qu'en faire, c'est croire, Les rites sacrificiels des Romains et le Collège de France 5 siècles de libre-échange avec Pierre Corvol et Antoine Compagnon. Selon l'historien Jean-Claude Voisin, John Shade a révolutionné l'étude et l'approche de la religion romaine en insistant sur l'accomplissement précis de ses rites et sur son caractère civique. Je terminerai par quelques mots de Carlo Sola s'adressant à son collègue. Vos livres et votre enseignement continuent donc le geste confiant par lequel Ovide prenait congé de ses métamorphoses. Partout où la puissance romaine s'étend sur la terre soumise, je serai lu par la bouche des hommes et à travers tous les siècles, grâce à la renommée, si les pressentiments des poètes ont quelque vérité, je vivrai. Monsieur le maire. Bonjour à tous, à toutes. Un très grand merci d'être là parce que Moulins a vraiment beaucoup de chance. Beaucoup de chance d'accueillir les conférences du Collège de France. Beaucoup de chance d'accueillir un homme d'une
qualité comme John Shade. Troisième point, quelle chance de l'accueillir une deuxième fois. C'est vraiment un très grand honneur pour nous. Il était là, le rappelait Claudine, il y a pratiquement 2 ans. Il a décidé de revenir. C'est un grand honneur pour nous. Et cet honneur va encore s'accroître, notre chance va encore s'accroître, puisque c'est une conférence originale qu'il fait. On n'est pas dans la représentation de ce qui a été fait à Aubervilliers, puisque nous allons avoir une conférence ici, pour la première fois, sur la thématique que va développer John Shade, conférence qui sera enregistrée et que donc d'autres pourront bénéficier. On a beaucoup de chance, cette chance il faut la mériter, et on la mérite en venant. Donc un grand merci à vous d'être là, et je vous invite pour les 2 autres conférences qu'il y aura. L'une aura lieu en fin mai, le 28 mai, avec Roger Guénéry sur le thème Travail et économie, et le 18 juin sur la thématique de l'imprimerie, travail et savoir par Roger Chartier. Et donc, là aussi, pour ces 2 dernières conférences de cette année, eh bien, venez nombreux et faites venir autour de vous. En tout cas, un grand merci et on va avoir un très grand plaisir partagé à écouter John Shade qui va nous emmener à Rome. Merci. Merci beaucoup pour ces bonnes paroles. C'est pour moi aussi un plaisir de revenir ici. D'abord, c'est un plaisir de revenir, mais aussi pour le fait de parler ailleurs que rue Saint-Jacques au quartier latin, parce que, comme je le répète toujours, mon institution s'appelle Collège de France, pas de Paris, 5e arrondissement, comme longtemps on l'a cru. Et donc, non. Nous avons décidé, donc, il y a un certain nombre d'années, de décentraliser, comme on dit, une partie de nos enseignements réguliers et aussi de faire des projets comme ceux qu'on a fait à Aubervilliers et qu'on continue de faire ailleurs. Donc, moi, je suis très attaché, et mes collègues aussi, à cela. Et je souligne que maintenant, par les miracles du podcast, c'est-à-dire de ce qu'on peut voir sur le site, par exemple, du collège ou de la ville de Moulins, on peut suivre nos cours, même quand on n'a pas le temps ou la possibilité d'y assister. Très bien. Donc, je dois vous emmener à Rome au IIe siècle après Jésus-Christ. J'ai pris ce moment parce que on connaît encore assez bien, on peut voir des choses de cette époque, alors que pour des époques plus anciennes, c'est beaucoup plus difficile parce que Rome s'est entièrement refaite au début de notre ère. Et plus tard, eh bien, on sort un peu de l'histoire et puis Rome commence déjà à s'affaiblir, à se préparer à disparaître. Au IIe siècle après Jésus-Christ, donc, Rome était la métropole du monde. Mais cette formule n'explique sans doute pas, à première vue, ce qu'était cette ville, cette urbs, comme on disait en latin, car de plusieurs points de vue, cette métropole nous dépayserait énormément. D'abord, c'était le centre de l'État romain qui gouvernait le monde. La vignette de la table de Peutinger, de cette carte tardive, mais qui est très précieuse, nous le montre. Elle gouvernait le monde, c'est-à-dire l'Italie et l'Empire, les provinces. De l'autre, c'était en fait une cité-État qui était gouvernée par ses institutions municipales et dont étaient citoyens, néanmoins, au IIe siècle, un nombre croissant des habitants du monde romain. Et le monde romain, c'est quelque chose de gigantesque. C'est tout ce qui est colorié ici. C'est-à-dire, c'est un monde qui qui englobe toute la Méditerranée et les pays situés entre l'Atlantique et le Sahara, du nord au sud, entre la mer Noire et Gibraltar, de l'est à l'ouest. C'était aussi la plus grande ville du monde de l'époque, une mégapole, beaucoup plus proche évidemment des mégapoles prémodernes
que de celles d'aujourd'hui, avec leurs quartiers spécialisés, etc., avec leurs pauvres autour. Vous verrez, c'est très différent. Enfin, c'est aussi, dans une certaine mesure, un centre culturel du monde où se concentrait la création artistique et intellectuelle. Alors commençons d'abord par quelques mots généraux sur cette cité-État qui domine le monde. Rome est donc une cité, en latin civitas, en grec polis, ce qui signifie qu'elle est un centre urbain entouré de ses faubourgs et d'un territoire. Je vous projette une vignette que vous pouvez lire, le texte qui vous montre ce que c'est une cité. Une cité, c'est tout ça, tout ça. Elle est limitée par un fleuve, des montagnes, et l'Ourps, la ville, c'est ça. Et l'ensemble, c'est la cité d'Anxur, de Terracine, au sud de Rome. Seulement, Rome est évidemment beaucoup plus grande. Le territoire est en gris, la ville en jaune, si vous voulez. Même s'il y avait à Rome une administration du monde et des provinces, même s'il y avait des fonctionnaires et des bureaux impériaux au Palatin où résidait l'empereur, il ne s'agissait pas du tout d'un empire centralisé. Le monde romain était essentiellement composé de quelques milliers de cités-États, plus ou moins grandes, qui étaient largement autonomes. Rome était la métropole de cet empire de cités en tant qu'elle était le siège du pouvoir suprême romain, des tribunaux romains, pas pour les cités étrangères, pour les citoyens romains les plus importants. Et c'était aussi le siège des conseils de l'empereur, qu'il s'agisse du Sénat, qui conseillait l'empereur, et des magistrats romains qui gouvernaient la ville, ou des conseillers privés du prince, qui étaient en général des esclaves ou des affranchis qui avaient retrouvé la liberté, impériaux. Ce qui était original dans cette construction, c'est que l'Empire était dirigé en fait par les institutions municipales de Rome, dont je vous montre tout de suite un résumé. C'était comme si la municipalité d'une des capitales actuelles, avec son maire, ses adjoints, ses directeurs de service, ainsi que le conseil municipal, gouvernait le monde entier que vous avez vu. Ça fait un peu chanceler quand on voit ça. Vous direz sans doute ça devait être le chaos. Pas du tout. Ça marchait. Et par cette large décentralisation. Parce que technologiquement, on n'était pas capable de faire un empire centralisé à l'époque. Ça existait dans une certaine mesure en Perse, mais c'était des zones beaucoup moins densément peuplées et vastes qu'ici. Les magistrats, donc, de cette ville de Rome, qui étaient élus chaque année, administraient en même temps ce monde. Et on va voir comment. En outre, ces acteurs de la vie civique de Rome, qui gouvernaient Rome pour un an, les consuls et les préteurs surtout, ils étaient aussi les principaux acteurs de la vie religieuse de l'État romain, avec ses dizaines de temples et de sacrifices à Rome, assistés par environ 130 prêtres, pas plus, qui étaient essentiellement des conseillers en droit sacré. L'empereur coiffait, donc place très spéciale de la religion. Nous ne sommes pas du tout dans le catholicisme ou dans le christianisme, si vous voulez, ou dans l'islam. C'est quelque chose de très particulier. Ce sont des actes politiques. Mais nous n'allons pas parler de cela, c'est encore une autre chanson. En outre, de tout cela, l'empereur coiffait le système, moins comme un monarque absolu que comme un recours politique contre les conflits civils, comme gouverneur des provinces disposant d'armées romaines et comme gestionnaire des caisses publiques. Et évidemment, par ce rôle extérieur au système, mais disposant de problèmes, notamment il commandait les armées et tenait la caisse, il était extrêmement puissant. Si vous voulez, il coiffait le système et servait de recours pour que tout fonctionne bien. J'ajoute que l'État romain, je viens d'en parler, avait aussi des obligations non seulement militaires, financières, de bien-être, d'organisation de la vie sociale, de tout ce que vous voulez, mais aussi des obligations religieuses
à côté de celles que pouvaient avoir les familles et les cités de l'Empire, toujours la décentralisation. Les prêtres romains ne s'occupaient pas de ce qui se passait religieusement dans une famille. C'était le père de famille qui était le chef, le pape de cette petite religion domestique, qui pouvait même être un peu différente de celle de Rome, d'abord, de l'État, ou de celle des voisins. Tout le monde était maître chez lui sur le plan religieux, avait ses propres dieux et était censé avoir des dieux. Celui qui n'en avait pas était louche. Mais quand quelqu'un avait des dieux, et tant qu'il ne faisait pas de scandale nocturne, en fêtant ses fêtes, tout allait bien. C'était ce qu'on attendait d'eux. Et tout fonctionnait comme ça. Et chaque cité avait sa religion, ses autorités locales qui coiffaient le système religieux. Pour diriger Rome, donc, il convenait d'être membre du Sénat. Autrement dit, il fallait disposer d'un patrimoine, un cens, comme on dit, avec un C, c'est le recensement de la fortune, d'1 million de sesterces, équivalent à 1 million de sesterces, et avoir été élu à l'une des magistratures de Rome, que vous avez en haut. Ensuite, une fois que vous aviez été élu magistrat inférieur, puis édile, tribun de la plèbe, questeur, préteur, consul, vous avez fait toute la carrière, vous entriez de toute façon dès le départ dans le Sénat et vous y restez à vie sénateur, à condition que vous ne soyez pas évincé par les censeurs qui revoyaient régulièrement les listes du Sénat et expulsaient ceux qui étaient un peu trop corrompus ou trop violents ou tout ce que vous voulez ou trop incompétents. Mais c'était relativement rare. En tout cas, ce vivier d'anciens magistrats servait à l'empereur pour choisir des responsables, commandants d'unités militaires, de légions romaines. C'était les généraux, si vous voulez, mais il n'y avait pas de généraux à Rome. C'était d'anciens hommes politiques qui commandaient les armées, ce qui pouvait conduire à des catastrophes, ou des gouverneurs, ils servaient comme gouverneurs de province. Rome était elle-même administrée par les 2 consuls, par les préteurs, qui s'occupaient surtout, eux, les 18 préteurs, de la justice. Ils présidaient les grands tribunaux romains. Et puis, il y avait les magistrats inférieurs, et tout le monde élu pour une année. Donc, il y avait un renouvellement permanent qui tournait. Ça permettait aussi de ne pas avoir un contre-pouvoir. Le Sénat pouvait être un contre-pouvoir. Mais comme il y avait toujours de nouveaux sénateurs qui entraient, et puis la démographie faisant le reste, il y avait toujours un renouvellement, ce qui aussi permettait à cet ensemble de fonctionner. Et quand on avait besoin de ces personnes pour gouverner l'Empire, ils étaient prêts. Hein. C'était au niveau préteur et consul, c'était des hommes d'État déjà affirmés. Au niveau inférieur des hautes responsabilités, il y avait les chevaliers romains, qui comptaient à peu près 5000 personnes et qui devaient posséder un cens, un patrimoine équivalent au moins à 400 000 sesterces et qui avaient pour fonction de servir et de commander l'armée, d'où le titre de chevalier, et d'exercer des responsabilités administratives impériales. C'était eux qui dirigeaient les grands services impériaux, ça c'est une nouveauté de l'Empire, les préfectures, et commandaient aussi la garde impériale des prétoriens. La garde impériale des environ 8000 hommes à l'époque du IIe siècle était la seule force armée présente à Rome et en Italie. C'était largement démilitarisé. Il n'y avait que de la police, il n'y avait pas d'armée. Les guerres civiles avaient guéri les Romains de certaines choses. C'était aussi un chevalier qui dirigeait à Rome les vigiles, c'est-à-dire les pompiers policiers de Rome et les troupes urbaines, aussi une police urbaine. Et aussi la préfecture de Lanon, c'est pas une dame, Lanon, ça s'écrit A-N-N-O-N, c'est le ravitaillement en blé, notamment essentiel pour une mégapole comme Rome. Donc il y avait un préfet qui dirigeait tout cela. Donc vous voyez, tout ce personnel gouvernait Rome et aussi, après, le monde. Ajoutons encore un point important sur les citoyens romains. Un citoyen romain était toujours citoyen, s'il n'était pas parmi ceux qui vivaient à Rome, citoyen d'une des cités de l'Empire.
Et la majorité d'eux étaient originaires des cités d'Italie et de l'Empire. Et c'est à travers ces cités locales qu'il était citoyen romain. Il recevait même la citoyenneté romaine par ce biais. Moi qui suis un Trévire natif, donc un barbare celte, si j'avais été fait citoyen romain, ça aurait été par la cité des Trévires, ou si j'avais été installé à Moulins, pour une raison quelconque, et inscrit régulièrement comme citoyen dans cette cité, c'est le maire qui m'aurait donné la citoyenneté romaine, mais venant de Rome. C'était l'empereur qui la donnait. Et si je dis, mais Moulins, j'en ai ras-le-bol, je ne veux plus être citoyen à Moulins, je veux être à Nevers, pour offenser les gens de Moulins, eh bien, on me disait, non, écris à l'empereur. Si l'empereur est d'accord avec ça, tu pourras le faire. C'est lui qui te changera de cité. Mais sinon, tu resteras éternellement lié à Moulins, comme citoyen local et, bien sûr, comme citoyen romain. Et j'aurais des devoirs et des droits des deux côtés. Notamment, si j'avais une petite fortune, je devrais me présenter aux élections locales et je devrais faire des dons à la communauté, organiser des spectacles, construire des bains, des thermes, entretenir quelque chose. Il y a des devoirs, et pour les simples citoyens, participer au maintien de l'ordre public et de tout ce que vous voulez. Donc vous voyez que c'est un système très, très complexe et qui ne cesse, et ça c'est une spécialité romaine, de s'étendre. À l'époque d'Auguste, vers 14 après Jésus-Christ, il y a 4 millions de citoyens romains, qui est déjà une monstruosité dans le monde antique. Athènes, dont on célèbre la fameuse démocratie qui a duré 30 ans à peu près dans son histoire, il y avait 26 000 citoyens athéniens. Tout le reste, c'était ce qu'on appelait des métèques, des étrangers, des non-citoyens. À Rome, 4 millions. Et ça ira en augmentant, et en 212, donc à la fin de notre programme, en 212, l'empereur Caracalla donne la citoyenneté romaine pleine à tous les hommes libres de la Méditerranée. Il y aura 40 millions à peu près de citoyens romains, ce qui est extraordinaire. Cette organisation, si on y réfléchit bien, inspirerait beaucoup nos autorités de Bruxelles. C'est comme ça qu'on gère un empire, ça s'appelait l'empire, mais c'est comme ça qu'on devrait gérer l'Europe, qui a une citoyenneté européenne, qui est conférée à Moulins, à Trèves, où vous voulez, mais qui a deux niveaux, un niveau local et un niveau européen. On a déjà un tampon européen sur notre passeport, mais c'est pas réel, la réalité est différente. Enfin, il faudrait aussi du pouvoir à Bruxelles, si vous voulez. Bon, ceci dit, quand un citoyen romain de Moulins venait à Rome, eh bien, il était tout de suite chez lui, comme il l'était aussi dans sa cité d'origine. Et s'il ne faisait pas confiance dans la justice de sa cité ou de sa principauté d'origine, qui pouvait être romaine ou étrangère, par exemple, quand elle était étrangère, eh bien, il pouvait, en tant que citoyen romain, demander d'être jugé à Rome par l'empereur directement. On connaît un cas célèbre, celui de Paul de Tarse, l'apôtre Paul, qui avait eu des problèmes avec les autorités juives de Jérusalem et qui se méfiait du tribunal de Jérusalem, où il pensait qu'il encourait la peine de mort, et il demanda au gouverneur romain d'être jugé à Rome même. Et le gouverneur et le tétrarque de Judée, qui était le souverain local, n'ont pas trouvé ça une très bonne idée. Il dit, il risque nettement plus, parce qu'ici, à Jérusalem, on ne voit pas pourquoi on l'aurait condamné. Il n'a rien fait de condamnable, et vraisemblablement, on aurait eu quelques manifestations, mais après, on l'aurait acquitté. À Rome, il a dû faire la forte tête, et il a été crucifié, parce qu'un citoyen romain ne résiste pas de façon insultante à l'autorité romaine. Ça, il aurait dû le savoir aussi. C'est comme cela. Bon, entrons un peu plus dans la ville de Rome maintenant, dans l'Ourps. Rome, je vous l'ai dit, est une mégapole. C'est une ville d'environ, au IIe siècle, et dès le 1er siècle, d'1 million d'habitants. Il faut vous imaginer cela. C'était énorme dans le monde antique, hein. Le territoire de Rome avait en gros sur la rive gauche du Tibre un diamètre de 10 km sur 16,
Là, c'est la cité entière, hein, et la ville, c'est en jaune, était évidemment beaucoup plus petite. Sur la rive droite, Rome a toujours été une ville de la rive gauche du Tibre. Encore aujourd'hui, si vous allez à Rome, le Tibre n'existe pas. C'est pas comme dans d'autres villes où le fleuve est vraiment le centre de la ville, qui organise la ville. À Rome, on a toujours été sur la rive gauche. L'autre rive, il l'appelait d'ailleurs la rive ennemie, enfin la rive étrangère, étrusque. C'est là que commençait le territoire des cités étrusques, avec lesquelles ils étaient tout le temps en guerre. Et ça se voit sous l'Empire. Il n'y a pas un temple romain, il y en a un seul. On parlait des frères Arval, eh bien, ils sont ici, mais c'est du IIIe siècle et du début de notre ère. Et d'ici à là, il n'y a pas un temple romain sur la rive droite du Tibre, ce qui montre que vraiment c'est un monde autre. C'est comme ça. D'ailleurs, les étrangers habitaient souvent ici, sur cette poche qui va au-delà du Tibre, ce qui est le Trastevere, qui était la zone de résidence des étrangers, d'ailleurs, comme par hasard, dans la Rome historique. Bon. Depuis la conquête romaine, le territoire de Rome avait largement dépassé cette poche grise qui est une reconstitution de l'empereur Auguste, qui a refait de Rome une cité-État de type traditionnel, parce que les gens se disaient, mais où commence Rome, où est-ce qu'elle se termine, on ne sait pas où on est, si on est à Rome ou si on est en Italie ou quoi, et donc il a réorganisé cette frontière qui a duré 2000 ans. C'était parce que depuis longtemps, Rome était dépassée. Depuis le IIIe siècle, on était à 100 km de Rome, et au début de notre ère, c'était toute l'Italie qui était le territoire de la ville de Rome. Évidemment, pour les anciens, c'était impensé et impensable. Et donc Auguste a aussi mis de l'ordre dans tout ça. Il a, en général, remis de l'ordre dans tout, ou réformé, repensé toute l'organisation, non seulement de l'État, on n'en parlera pas, mais surtout Rome, la ville, l'État local. Et si nous voyons la ville, vous voyez qu'elle est minuscule. C'est là qu'était condensé l'essentiel de la population, cette tache jaune. Et elle allait un peu plus loin. Il y avait des faubourgs. Quand nous parlons de faubourgs, nous ferions en appliquant nos concepts à Rome. Vous voyez, la ville en jaune, c'est à peu près ce que vous voyez ici. C'est les remparts du IIIe siècle, qui n'existent pas encore à l'époque où nous sommes. Hein. C'est les remparts, les murs auréliens que vous voyez à Rome encore actuellement. À l'époque, ils n'existaient pas. Mais au-delà, il y avait des faubourgs qui étaient occupés. Ce n'étaient pas du tout des zones où habitaient des gens plus pauvres, qui n'avaient pas les moyens de se payer le centre de Rome, mais c'était au contraire dans une ville largement ouverte, où des transports urbains n'existaient tout simplement pas, peut-être un peu sur le Tibre, mais ça ne servait à rien, puisque je vous dis que la Rome n'est pas une ville sur le Tibre, et que ceux qui ne disposaient pas d'écuries ou de voituriers n'avaient aucun intérêt à habiter loin du centre. Et plus vous étiez pauvre, plus vous aviez intérêt à habiter au centre. Les riches avaient des voituriers, des litières, tout ce que vous voulez, même des barques éventuellement, s'ils avaient des domaines sur le Tibre. Et toute cette zone coloriée, c'est une zone de luxe, de grand luxe, où les riches construisaient des parcs avec des résidences, des villas, où ils se réfugiaient dès qu'ils pouvaient du chaos qui était le centre de Rome, parce que, pour des raisons que vous verrez, c'était assez chaotique. Donc, c'est un premier contresens à éviter. Le suburbium, comme il disait, est une zone de villas et de parcs luxueux. Vous comprenez pourquoi il y a une villa impériale à Tivoli. C'est la même chose. Désormais, ça s'était étendu et pour être tranquille, l'empereur allait à Tivoli, et, hors du vacarme de Rome. La ville elle-même, telle qu'elle a été réorganisée au début de l'Empire, comprenait des régions. Auguste a divisé Rome en 14 régions qui tournaient dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre,
jusqu'à la zone 7, et puis on revient au centre, le 8, le 9, le Champ de Mars, 10, le Palatin, 11, la région du Grand Cirque, et puis 12, le Petit Aventin, 13, le Grand Aventin, et puis 14, le Transtévère, le Transtiverim, la zone au-delà du Tibre. Les zones publiques sont celles qui sont un peu grisées ici. C'est bien sûr la zone du Forum et du Capitole, qui est le centre politique avec le Forum Boarium. Il y a aussi le Champ de Mars, qui est une zone particulière, militaire. C'est le Champ de Mars, et c'est là que s'entraînaient au début de l'époque romaine les armées, les jeunes, et c'est là aussi que votent les citoyens organisés sous forme de mobilisables. Il y avait deux organisations de la cité citoyen politiquement, ceux qui étaient organisés en tant que mobilisables par centurie, votaient, faisaient les grandes lois et les élections des magistrats supérieurs, et ça ne pouvait se faire, qu'à l'extérieur de Rome, sur ce territoire militaire. Parce que, en gros, si vous voulez, à l'époque où nous sommes, où vous voyez, c'est le pointillé notamment, ici, c'est ça, la ville. Parce qu'il y a une limite de ce qui est la ville et de ce qui n'est pas la ville. Vous verrez plus tard, je vous parlerai des pouvoirs des magistrats. Ils changent quand vous passez cette frontière ou une frontière d'1 mille à peu près des murs de la ville que vous voyez, ces traits ici. Les pouvoirs des magistrats changent. Et donc tout ce qui est militaire se passe ici, et donc les grandes élections se passent ici. Le reste sur le forum. Et vous avez ensuite le forum aux bœufs où il y a et partout il y a des temples publics, des édifices publics, des espaces publics. La zone du forum Boarium était la zone du port naturel de Rome. Il y avait un gué ici par lequel on passait. Il y avait aussi l'île du Tibre qui permettait de passer sur la rive étrusque, comme on disait. Et il y avait ensuite ici partout des greniers à blé, à huile, à tout ce qu'on veut, qui venaient par le Tibre, d'Ostie, de Porto et de tout ce que vous voulez. Et ici, on a une trace directe encore au pied de l'Aventin, dans une zone de port où on a le mont Testaceus, le Testaccio. C'est la montagne des Tessons. C'est une montagne artificielle, une colline artificielle que vous avez là, qui est formée entièrement de morceaux d'amphore, de culs d'amphore, de cols d'amphore et de panses d'amphore venus du monde entier, qui aboutissaient là. Évidemment, on les vidait pour les transporter ailleurs et on envoyait tout ça à la casse. C'est un endroit où on mange très bien encore aujourd'hui et où on sort. Les jeunes y sortent actuellement. Mais redevenons sérieux. Donc là, on touche le système économique de cette mégapole. Le centre des forums, le centre public est celui des forums, adossé au Capitole. Et par là, il y a des extensions qu'on appelle les forums impériaux. On a une grande place où se passe une partie des activités politiques, même si les magistrats suprêmes, les consuls, les préteurs sont élus au Champ de Mars, c'est ici qu'ils gouvernent. Il y a notamment les tribunes d'orateurs. À l'époque impériale, il y en a 2 qui se font face, où les magistrats présentent les projets de loi, les motions qui font faire voter, et où les citoyens peuvent les discuter. C'est des meetings. Ce qui explique, à Rome, il n'y a en général aucune loi qui est contredite, qui ne passe pas. Parce qu'en général, quand les magistrats sentent qu'une loi ne va pas passer, même l'empereur, il la retire. Tout se passe dans les meetings. S'ils voient qu'il y a trop d'opposition, trop d'amendements, ils retirent et ils reviennent 4-5 ans après avec une nouvelle loi. C'est là aussi que siège le Sénat, dans la curie Julia. Il y a des temples, je passe sur tout ça. Et vous avez le forum, un espace à ciel ouvert, et 2 espaces, forum,
couvert, ce qu'on appelle une basilique. Une basilique est un espace couvert, où ont lieu les mêmes activités qu'ici, des magistrats qui siègent, qui parlent, qui jugent, il y a des tribunaux, etc. Et puis par ici, vous avez le siège des pontifes, des prêtres les plus importants, et aussi le foyer de Vesta qui est derrière. Ça se voit mieux sur cette reconstruction. Enlever mentalement toutes ces colonnes, elles n'existent pas à l'époque où nous sommes, de même que l'arc de triomphe de Septime Sévère, que vous avez peut-être déjà vu, qui est très beau, mais qui n'existe pas encore. Vous avez l'espace central, les tribunes, les deux espaces couverts, vous avez un temple ici, le divin Jules, le temple de César est ici, le temple de Castor et Pollux là, il y a d'autres temples, et puis le foyer de l'État romain, temple de Vesta, avec la maison des Vestales ici. Ça, c'est vraiment le cœur politique et civique. À côté, il y a, donc vous voyez, c'est ici. C'est ça qui administre jusqu'à l'époque d'Auguste le monde entier. Une place qui est grande comme la place de la gare ici. C'est ça qu'il faut qui est toujours stupéfiant quand on le voit. Et c'était déjà trop petit, et César est le premier qui a construit un forum supplémentaire, c'est-à-dire une grande place avec des galeries couvertes et un temple. Ensuite, Auguste agrandira, Vespasien construira le temple de la paix ici, avec son parc, Nerva ajoutera le forum transitoire, comme on disait, et enfin, Trajan construira cet énorme forum qui se trouve ici, qui était, que vous voyez en partie, il a été en grande partie fouillé. C'est de nouveau un grand espace ouvert avec des colonnades, des portiques où on peut s'abriter, et des exèdres où on peut faire ce qu'on veut, siéger quand on est un magistrat, faire un tribunal, ou tout ce que vous voulez, et aussi beaucoup d'enseignements se faisaient là. L'université de Rome, c'était un peu ça, où il y avait des maîtres assis sur des bancs avec des gens qui écoutaient. Il y avait le fameux marché qui terminait le tout, et puis la même chose en espace couvert, et puis ici, de bibliothèque, et la fameuse chose que vous connaissez, la colonne de Trajan, parce que ce forum a été créé avec le butin fait sur le Danube, en Roumanie actuelle, contre les Daces, et cette fameuse colonne raconte les deux campagnes en 102 et 105 après Jésus-Christ, et je voulais vous montrer ça. Tout ça a été colorié, hein. Ne pensez pas blanc quand vous pensez à la Grèce ou à Rome, tout était peint. C'était d'un kitsch terrible, parce que nous sommes tellement habitués à la belle colonne blanche, mais elle était coloriée comme Astérix, hein. Et à côté, donc, il y avait, ça vous l'avez vu, le fameux marché de Trajan, et puis cette zone-là. Un peu plus loin, donc, il y a, je voulais vous montrer aussi ça, le forum de Vespasien, un joli parc, mais c'était le siège, nous sommes sous l'Empire, tout ça est toujours lié à des fonctions de gouvernement et utile à la population. C'est le siège du préfet de la ville, qui est un sénateur du plus haut rang, dont le pouvoir s'étend jusqu'à 100 000, 160 kilomètres autour de Rome, et qui est aussi le maître du cadastre de tout cela. Et vous avez là, sur ce forum, un grand bâtiment, qui est celui-là, où il y a non seulement au mur un plan de la ville de Rome, que vous pouvez encore voir en partie dans le musée capitolin, ça s'appelle la Forma Urbis, la forme, le plan de la ville. Et puis, il y a les archives du cadastre, où les gens viennent consulter en cas de procès, d'héritage, de contestation entre voisins et tout ce que vous voulez. Ça aussi, c'est les empereurs qui ont créé tous ces services. L'empereur, puisqu'on en parle, était installé ailleurs, au Palatin. Le Palatin était traditionnellement une zone de résidence de familles de luxe, mettons vers 100 avant Jésus-Christ, et Auguste, tout à fait naturellement, s'est construit une maison là, quand il était décidé, enfin quand il avait gagné, si vous voulez,
Et il a construit aussi ce temple d'Apollon. Et les Flaviens, ensuite, ont ajouté une deuxième résidence, un deuxième palais, celui-là aussi, même un stade où on pouvait faire de l'exercice. Et les Sévères, ça n'existe pas à notre époque, ajouteront encore un bout. Donc tout cet énorme palais impérial, avec ses infrastructures, est aussi un siège de cette administration énorme des empereurs. Et vous avez notamment, ici, on a identifié ce qu'on peut appeler Sciences Po ou l'ENA des esclaves impériaux qui étaient appelés à diriger les bureaux impériaux et de tout cela. Et voilà. Le forum Boarium, on en a parlé, je voulais vous le montrer. Avec le port, c'était surtout une zone du temple d'Hercule et d'autres temples, mais des greniers, etc. L'île du Tibre avec le temple du dieu médecin Esculape. Et vers là, vers la gauche, voilà comment ça se présente aussi aujourd'hui. Vous avez peut-être visité avec vos enfants Sainte-Marie in Cosmedine avec la Bocca della Verità, faire peur aux petits. Et aujourd'hui, ça fait peur aux Chinois et aux Japonais. Et vous avez l'Aventin derrière. C'est le temple d'Hercule est en dessous de cette église médiévale. À côté, il y a le champ de Mars. Le champ de Mars était longtemps un champ, un campus, une plaine d'exercice. Et peu à peu, ça a été construit, notamment très rapidement à l'époque du début de notre ère, où Agrippa, le second d'Auguste, avait un énorme domaine privé. Mais déjà, Pompée avait construit à cet endroit, il avait acquis des terrains, il avait construit l'énorme théâtre de Pompée, où se réunissait souvent le Sénat romain, et c'est là que César a été assassiné. Pas au Forum, mais là. Et puis, il y a des zones, ça c'est le Largo Argentina, si vous l'avez vu, avec les temples qui sont dans un trou comme cela. Et autour, il y a d'abord l'espace civique par excellence, les Saipta, où on allait voter, organisé en centurie. Il y a ensuite des théâtres plus petits. Il y a les thermes d'Agrippa qui font suite au Panthéon qu'avait construit Agrippa. Il y a des thermes construits par Néron qui sont ensuite renouvelés. Et puis, ici, à l'occasion d'une grande fête de 86 après Jésus-Christ, 7 après Jésus-Christ, Domitien, c'était les Jeux séculaires, Domitien a construit un stade avec un odéon pour des spectacles audio, si vous voulez, du chant, de la récitation. C'était pas du théâtre, c'était des récitations. Et le stade, vous le connaissez tous, c'est la place Navone, qui existe encore aujourd'hui. Et puis, il y aura encore quelques autres temples. Donc, ça devient une zone très publique, où sont aussi des temples de divinités, d'empereurs ou d'impérateurs, il y a la belle-mère d'un empereur divinisée. Il y a un homme qui a divinisé sa belle-mère, c'est Adrien. Il lui a même construit ce temple. Donc, il y a toujours de l'espoir, vous voyez. Je vous montre un édifice de cette zone. Ah oui, je vous montre la suite. Il y a un peu plus loin les bûchers sur lesquels étaient incinérés les empereurs. Et puis, sous les Julio-Claudiens, Auguste a construit ce mausolée, là, ce tumulus, ce grand mausolée, où la famille julio-claudienne se faisait enterrer. Il y avait d'abord ici un grand parc, mais comme partout, tout ça a été construit entre l'Auguste et le IIe siècle. Les Antonins se feront enterrer au château Saint-Ange sur l'autre rive, donc on ne le voit pas. Seul bâtiment qui est encore entièrement debout, vous le connaissez, c'est le Panthéon, le temple des 12 dieux, des 12 grands dieux, et il a été construit pour la première fois au début de notre ère par Agrippa. Mais Adrien l'a reconstruit vers 130 et l'inscription mentionne toujours le premier auteur. Et il semblerait, mais on discute toujours, que le premier Panthéon n'ait pas été circulaire, qu'il ait été plutôt quadrangulaire. Mais on ne sait pas.
On ne peut pas fouiller en faisant exploser le pauvre Panthéon. Si nous descendons maintenant, vous avez vu la principale région, si nous descendons un peu maintenant dans les régions, Rome n'était pas seulement organisée en 14 régions, mais aussi en sous-régions, parce que les 14 régions, c'est énorme, hein, elles sont assez grandes. Elles étaient administrées par un des magistrats romains, préteurs, édiles, tribuns de la plèbe, recevait chaque année une des régions en disant « Toi, tu es le manager, tu t'occupes de tout, tu es la référence centrale. S'il y a un problème, c'est toi qui décides. » Et dans les quartiers, ce qui pourrait être... non, c'est même pas les arrondissements de nos villes, je dirais plutôt dans les arrondissements, la taille des paroisses à peu près. Il y a les vici, les rues, et là où se croisent plusieurs rues, il y a le compitum, le carrefour. Et on a créé depuis, ça a toujours existé, ces carrefours de plusieurs rues importantes étaient le centre administratif et religieux du quartier. Parce que de nouveau, il y a une religion propre du quartier en tant que tel, qui est un culte d'État. Hein. Et à ces endroits, il y a des petits espaces comme ça, une scola, c'est-à-dire un siège de 4 magistries du vicus, des maîtres du carrefour, de la rue, des rues, si vous voulez, du compitum, avec d'autres hôtels, et on y vénère, entre autres, dans des petites chapelles comme cela, on vénère les dieux Lars. Les Lars, c'est les divinités du terroir où une activité humaine se déroule. C'est 2 jeunes gens avec une corne à boire qui dansent. Et le génie d'Auguste. Le génie d'Auguste, c'est ça. C'est une statue d'Auguste avec une corne d'abondance et une patère voilée. Et donc, c'était une opération très politique, parce que par là, c'était pas le fait qu'on rende un culte au génie d'Auguste, pas à Auguste, à son génie, parce que Auguste, comme tout père de famille romain, avait un génie personnel. Et c'est ce génie personnel d'Auguste qui est le double divinisé de ses capacités, si vous voulez, comme celui de n'importe quel Romain, eh bien, qui était vénéré de tous. C'est là qu'était le hic politique, c'est-à-dire qu'on en faisait comme une figure politique de cette personne. Plus tard, on installera aussi éventuellement le divin Auguste, mais il faut mourir pour être divinisé à Rome. Hein. Et c'est ça, les petits carrefours locaux. Et chaque année, au début de l'année, il y avait la fête des Compitalia, la fête des Compita, des 265 carrefours. Dans les 14 régions, il y a 265 circonscriptions comme cela, où chaque année, on élit des vicomagistri, il y a des élections locales dans le quartier, et les voilà, ces messieurs qui sont en toge, vous voyez là, les Romains en tenue professionnelle, civique, formelle, ils se préparent à célébrer ce sacrifice en question. Dans les quartiers, il y avait évidemment toute une série d'équipements. C'est ce qui est en gris ici, des équipements politiques évidemment, mais aussi des thermes, des zones de spectacle pour les courses de chevaux ici, pour les combats de gladiateurs à partir de 70 au Colisée, le Colisée qui était le centre de la maison dorée de Néron, qui occupait tout cet espace de la ville et qu'il avait privatisé en quelque sorte. Et les Flaviens ont détruit radicalement tout ce qu'ils pouvaient faire de cette villa, et ils ont offert au peuple romain dans un étang. Il avait fait un lac artificiel au centre de sa maison, Néron. Les Flaviens l'ont rempli et construit avec le butin des campagnes en Syrie. Ils ont construit le Colisée. Avant, les combats de gladiateurs, qui n'étaient pas si nombreux que ça, se célébraient au forum qu'on bloquait, et on y faisait des combats, surtout à l'occasion de funérailles, ça se faisait. Et de plus en plus, quand les magistrats étaient élus, ils faisaient des promesses électorales tout à fait formelles, qui étaient enregistrées. Et si le magistrat était élu, ne payait pas, ses héritiers, et mourait par exemple, ses héritiers étaient
prié d'exécuter ce que le papa avait promis. Et souvent, c'était soit des courses, soit des combats de gladiateurs. Donc tout cela était équipé fortement. Il y avait dans chaque région aussi au moins une caserne de pompiers. Ça, c'est encore Auguste qui l'a créé. D'abord de façon privée avec Agrippa, avec leurs esclaves personnels, puis c'est devenu tout à fait officiel. Il y avait au moins dans une caserne dans la région qui veillait aux incendies de Rome et à l'ordre aussi public dans Rome. On a créé aussi des cohortes dites urbaines de la ville, qui sortent de police municipale. Tout cela faisait partie de ces équipements qu'il y avait. Et puis, il y avait évidemment le service que j'ai déjà cité de l'annone, de le ravitaillement en blé, le blé d'Égypte, qui venait d'Égypte et d'Afrique du Nord, parce que l'Italie, et surtout les environs de Rome, étaient tout à fait incapables de nourrir une ville d'1 million d'habitants. Donc il y avait une noria de navires, de cargos qui venaient du sud et qui chaque année apportaient le blé. Et en général, il y a une statistique, on dit tel empereur, quand il est mort, il avait encore 2 mois de réserve. Parce que ce blé est politique. Si un empereur n'arrivait plus à organiser ça, ses jours étaient scellés. Il était considéré comme incapable et on pouvait être sûr qu'il y avait un soulèvement dans Rome. Hein, parce que c'était la famine, tout simplement. Et une partie de ce blé était donc stocké ici et gardé, et dans un des portiques en face du théâtre de Pompée, au Champ de Mars, il y avait un portique où on distribuait tous les mois à 200 000 chefs de famille environ du blé, soit gratuit, soit à très bas prix. Et donc ça lui faisait une base alimentaire pour le mois avec lequel il survivait. Ce n'était pas les misérables, mais la classe moyenne basse, elle survivait grâce à ça. Et l'empereur surveillait ça de très près. Il y avait aussi, évidemment, d'autres cas. Il y avait, ça je vous montre ce document qui vient des premiers guides archéologiques du IVe siècle après Jésus-Christ. On vous raconte, là c'est dans la première région, vous voyez, on parle des régions. La porte Capène, c'est le début de la Via Appia. Dans ce quartier, il y a le temple de Honos et de Virtus, le bois sacré des Camènes, le bassin de Prométhée, le bain privé de Torquatus, les termes sévériens et commodiens, c'est les termes de Caracalla. Elles sont nommées puisque nous sommes au IVe siècle. Hein. Puis il y a la rue des Vitriers, l'aire des chiffonniers, l'endroit où César change de vêtements. Il y a des bains privés, le temple de Mars, et on parle aussi d'Arc et de la rivière Almo. Et puis il y a une statistique, il y a 10 vikis, 10 carrefours comme ça, il y a 10 temples, il y a 48 vicomagistries, 4 pour chaque vicus, il y a des curateurs, des responsables du quartier, il y a 3250 insulae, qui sont des blocs d'immeubles, il y a 120 domus, c'est des résidences équestres ou sénatoriales de gens riches, il y a 16 greniers, 86 bains, 81 réservoirs d'eau, 20 boulangeries, etc. Vous voyez, ils avaient des statistiques de ce type qui vous montrent l'équipement du quartier. Je vous ai parlé du blé qui était distribué au centre de Rome. Importants aussi sont les sacrifices publics. Et notamment, je prends un exemple, le 3 janvier, devant cet espace, le Capitole, Jupiter, Junon et Minerve, il y a l'acquittement de vœux fait l'année précédente pour le salut du peuple romain et de l'empereur. Si rien ne s'est passé, on acquitte ce vœu et on sacrifie des bœufs. Et là, on peut imaginer qu'il est en train de faire le sacrifice préliminaire d'un sacrifice là
imaginez que c'est un magistrat. Nous avons des protocoles de prêtres qui nous décrivent cela, et nous savons que ce jour-là, ils sacrifiaient en moyenne un bœuf, 2 vaches, 3 vaches et un bœuf, mais des gros, hein, des vaches romaines, pas des petites vaches maigrichonnes, parce qu'ils sélectionnaient, c'était des gros animaux. Et comme il y avait à peu près une vingtaine de collèges de prêtres, plus les consuls, les différents magistrats, on peut imaginer que ce que les prêtres dont je vous ai parlé sacrifiaient, ça faisait à peu près 1 tonne de viande. On pouvait compter ce jour-là avec 40 tonnes de viande qui étaient entre 6 heures du matin et midi abattues et découpées. Et les dieux ne prenaient sur ces bovins que la partie vitale, le cœur, les poumons, le foie, la vésicule biliaire et le péritoine. C'est cela qu'on brûlait sur l'autel. Le reste revenait aux partenaires humains qui partageaient ce banquet avec les dieux. Donc ça fait quand même 40 tonnes de viande. Dans une civilisation qui ne connaissait que des glacières très limitées, et surtout pas de frigo, ou bien on salait tout ça et on le mettait en réserve, ou on le mangeait tout de suite, ou on le distribuait. Et il y avait certainement des distributions à travers les boucheries de quartier où tous les citoyens romains, peut-être ces 200 000 chefs de famille, avaient le droit de retirer quelque chose, mais où tout le monde pouvait venir manger de ces choses publiques, de cette viande publique, si vous voulez. Et un autre exemple, on a vu le temple d'Hercule, là aussi, c'est un temple d'hommes. Aucune femme, en tout cas le jour de la fête, le 12 août, n'avait le droit d'y mettre le pied. Et on ne pouvait absolument pas exporter ce qui était sacrifié dans ce temple, parce que sinon les femmes l'auraient mangé, évidemment. Donc il fallait tous les jours que le soir, tout ce qui a été sacrifié ait été consommé. Sinon, c'était jeté au Tibre. C'était la coutume. Et donc, vous pouvez imaginer que les gens faisaient la queue pour accéder aux tables pour manger. Tout cela vous montre pour quelles raisons il est intéressant pour les gens modestes d'habiter au centre de Rome. Parce que en dehors de Rome, vous avez peut-être de jolis parcs et de belles villas, mais vous ne mangez pas. Donc, au centre de Rome, on distribue le blé, public, on distribue au sacrifice, et puis il y a des dizaines de sacrifices tout le temps, de la viande, et puis tous les matins, devant les domus, les résidences urbaines fastueuses, les gens qui étaient protégés par une grande famille, les clients, comme on disait, venaient saluer leur patronus, leur patron, c'est des mœurs mafieuses, hein, faut bien le dire, ils venaient le saluer, et il y en avait jusqu'à 3000 qui venaient, et quand il sortait sur le forum, il l'entourait, donc un sénateur pouvait montrer qu'il pouvait compter sur 3000 hommes de main, s'il le voulait, et qu'il pouvait armer, etc. Et Pompée a fait une campagne militaire privée avec ses clients. C'était tout à fait possible. Donc ces gens venaient tous les matins souhaiter bonne journée à monsieur le patron, et le patron sacrifiait et distribuait des portions, on appelle ça la sportule, à tous ses clients. Donc le matin, il y avait devant toutes ces résidences des gens qui faisaient leur petit frichti avec un petit truc pour chauffer leur viande, griller leur viande, et tout cela, vous ne l'aviez que si vous étiez au centre de Rome. Ce qui fait que les gens pauvres s'entassaient pas dans ces beaux monuments, parce que tout ça s'est effondré depuis longtemps, mais dans des immeubles très hauts, dont nous parlent les poètes et les chroniqueurs, qui, avec régulièrement des incendies, des effondrements, il y avait dans les rues une cohue insoutenable, un vacarme qu'on ne peut pas imaginer, parce que les rues de Rome étaient des ruelles. Quand vous voyez sur le forum la voie sacrée, c'est une ruelle, et ça c'est les plus grandes. Et le reste, c'est des toutes petites rues, avec des maisons de jusqu'à 6-7 étages, un vacarme invraisemblable, où les gens balançaient tout par la fenêtre.
C'est d'ailleurs resté une vieille tradition. Au Nouvel An romain, on balançait, dès que minuit avait sonné, on balançait par la fenêtre tous les vieux meubles, la vieille porcelaine, et il n'est pas indiqué de se promener dans les ruelles ce jour-là. Et c'est une vieille tradition. Donc, on voit pourquoi les gens s'entassaient dans le centre de Rome, ils étaient forcés, et pourquoi les riches s'enfuyaient dès qu'ils pouvaient, et pourquoi les râleurs, comme les intellectuels, ne cessaient de râler contre le bruit, parce qu'ils vivaient là, eux, en fait. C'est comme ça. Bon. Les citoyens romains, j'en ai parlé, portaient la toge, ils portaient deux vêtements, une tunique qui est une sorte de chemise longue serrée à la taille, et au-dessus, ils drapaient une bande de tissu de 3 mètres qui entourait entièrement le corps. Mais ça ne suffisait pas. On voyait dans la rue, c'est quand même une civilisation des signes. Il n'y avait pas la télévision, ni la radio, ni même des journaux, très peu, uniquement pour l'élite. Il fallait voir quand on est en face d'un homme important. Et quand vous voyez un monsieur comme ça, bon, son épée, c'est pas important, parce que dans Rome, il n'a pas le droit de la porter. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a 2 bandes de pourpre verticales sur sa tunique. Ça veut dire que c'est un membre de l'ordre, comme on dit, équestre. C'est un chevalier romain. Donc un personnage de l'élite. C'est ça, les aristocrates romains. Les sénateurs, c'est qu'une petite excroissance des chevaliers qui font une carrière politique. Quand vous avez un monsieur qui a ça sur la tunique, vous savez que c'est un sénateur. Et tout ça a été surveillé. Il y avait des physionomistes, puisque ces messieurs avaient des privilèges, par exemple les sièges d'honneur au théâtre, au cinéma, ou tout ce que vous voulez. Et il y avait des physionomistes qui travaillaient avec la police parce qu'ils avaient le flair. Ils disaient, ça c'est un faux chevalier. Celui-là, je l'ai déjà vu, il faut l'expulser, etc. Et donc tout ça comptait. Et sur cette image, vous avez 3 erreurs. Ce qui est très bien, moi j'aime ces reconstitutions parce que ça fait imaginer comment c'était. La première erreur, c'est que je vois un casque là. Je vous ai dit déjà que le gros chevalier là, il ne devrait pas avoir d'armes, sauf à l'extérieur de Rome. Mais il n'y avait pas de soldats dans Rome. Je vous dis qu'il y avait des 8000 prétoriens à Rome et en Italie. Et un prétorien, eh ben, c'est ça l'uniforme d'un prétorien. Vous voyez, ni casque, ni armure, ni même cotte de maille. Il a un petit bouclier et une lance, c'est tout, et une épée. C'est tout ce qu'il a. Évidemment, devant des gens en principe non armés, c'est déjà pas mal. Mais ce n'est pas un soldat armé lourdement. Deuxième erreur, un magistrat n'a pas une toge blanche comme ce monsieur. Il a une toge comme cela, qui a une bordure de pourpre avec des appliques de pourpre et même parfois des dorures, ce qu'on appelle la toge prétexte, qui a une broderie supplémentaire sur la toge, et c'est ça le signe du magistrat et du prêtre. D'ailleurs, cette toge prétexte, c'est aussi les enfants la portent jusqu'à leur majorité. C'est une coutume. Donc ce monsieur, si c'est un magistrat, il devrait avoir ces bandes de pourpre. Pourquoi je dis ça? Mais c'est parce qu'il y a à côté ce qu'on appelle un licteur, un porteur de faisceaux. Les faisceaux sont le symbole du pouvoir répressif du magistrat. Soit il peut faire fouetter quelqu'un, soit il peut le décapiter. Pouvoir de vie et de mort. Ça symbolise son pouvoir. Et c'est pour ça que sur nos bâtiments publics, depuis la Révolution, c'est ça qui représente l'autorité de l'État. Et un consul avait 12 licteurs devant lui. Et il paraît que et un gouverneur de province aussi, il paraît que quand, en province où ils n'avaient jamais vu ça, un gouverneur rendait la justice d'assises, et quand les licteurs, avec le bourreau, entraient dans la salle, ça provoquait un certain émoi dans la foule, qui voyait ça pour la première fois. L'erreur, c'est pas du tout que ce licteur soit là, c'est même très bien, mais ça doit disparaître. À l'intérieur de cette limite d'un mille des remparts de Rome, un magistrat n'avait pas droit à la hache, il n'avait plus le droit de vie et de mort, parce qu'à l'intérieur, c'est l'espace civique.
seul le peuple romain peut vous condamner à mort. Et vous pouvez encore faire appel à l'empereur, si vous voulez. Donc, c'est à l'extérieur de Rome, quand on quitte Rome pour gouverner une province, commander une armée, même l'empereur, au premier mille de la Via Appia, par exemple, il y a cet édifice où l'empereur, après, dépose sa toge et met le manteau militaire qui est pourpre, ou même une armure s'il le faut, mais c'est là que les haches sont liées aux faisceaux. C'est lié à la structure des pouvoirs. Donc, c'est la deuxième erreur de cela. Un mot quand même, avant de terminer par cela, sur les femmes. Les femmes avaient une position relativement privilégiée à Rome, quand vous la comparez en Grèce. Elles n'étaient pas enfermées dans un gynécée, mais elles avaient le droit de participer aux jeux, elles avaient le droit de participer aux banquets, et à partir d'Auguste, elles avaient même le droit, si elles avaient 3 enfants, disons-le entre parenthèses, s'ils avaient réussi à survivre aux accouchements, qui devaient quand même être assez pittoresques à l'époque, si elles avaient survécu, elles n'étaient plus soumises, comme une femme romaine, normalement, à la tutelle, à l'autorité de son père ou de son mari, suivant le type de mariage. Une femme est sous tutelle. Hein. Mais quand elle a 3 enfants, elle est dégagée de la tutelle, elle devient autonome. Et voilà, pour les femmes, elles portaient une tunique comme les hommes, et au-dessus, une stola, une robe longue, sans bras généralement, et puis des manteaux. Les Romains n'aimaient pas trop ce vêtement lourd, surtout quand il fait 40 degrés, et en général, ils sortaient en tunique avec des sortes de petits pantalons, des bermudas, si vous voulez, et un manteau à capuchon, pour que quand il pleuvait, quand il y avait trop de soleil. Auguste a ordonné qu'aucun citoyen romain n'entrait sur le forum ou dans un bâtiment pour voter dans cette tenue de clochard. Hein. Il fallait être comme ça. C'est comme cela que ça se passe. Oui, je voulais encore dire que l'éducation se faisait en famille pour les élites, et les voisins, même quand ils n'étaient pas de l'élite, en général étaient éduqués avec les gens de l'élite. Plus tard, ils avaient des maîtres dans les espaces publics, et puis les gens du milieu approprié accompagnaient un membre de la famille ou un ami de la famille au forum pour apprendre leur métier de futur homme politique sur le terrain. Mais c'était très peu de monde. On estime à environ 20% la population complètement alphabétisée. À Rome, peut-être encore plus. Et puisque nous parlons de culture, terminons par cela. Vous pouvez voir ici que la culture, notamment, fait tout. Et les intellectuels vivaient comme ils pouvaient chez l'empereur, chez les puissants, dans leurs maisons ou de subventions. Et ils se retrouvaient surtout dans ces portiques que je vous ai montrés, dans les bibliothèques de Rome. Et notamment, qu'est-ce qu'un livre dans ce monde? Vous voyez que notre monsieur exhibe un rouleau qui est le signe de son statut d'homme cultivé. Un livre, c'est quelque chose d'important. Là, vous voyez un beau citoyen romain assis qui a sur ses genoux un rouleau déroulé, et en le lisant, il est retourné, vous voyez que c'est le 8e vers du livre 1 de l'Énéide, c'est donc Virgile, donc c'est pour ça qu'il est partout. Les livres étaient écrits sur du papyrus en colonne. C'était magnifique, mais le papyrus était très fragile et très cher, et peu de gens pouvaient se payer cela. Vous avez là les manuscrits de la Mer Morte, vous voyez comme c'était organisé en colonne. On a encore aujourd'hui dans les synagogues des livres antiques. La Torah se présente comme ça. Ça, c'est un livre antique. C'est vraiment très, très, très cher et surtout très peu pratique parce que vous ne pouvez pas citer. Sinon, il faut dérouler. C'est impossible. Ce qui fait que les professeurs de latin le savent, les auteurs latins ou grecs citent très mal. Il y a souvent des erreurs. Ils donnent la teneur d'une citation, mais ils n'ont même pas dans leurs œuvres vérifié correctement, parce que c'est trop compliqué de dérouler.
Et la transcription en codex, en livre, est beaucoup... Là, c'est une peinture beaucoup plus tardive. Ça commence au 4e, 5e siècle, où tout est transcrit en code. Et ce qui n'est pas transcrit à ce moment-là est irrémédiablement perdu, hein, parce que ces papyrus sont évidemment éminemment fragiles. Les bibliothèques, donc le monde intellectuel ou de la culture se retrouvait dans les bibliothèques, comme par exemple, ça c'est un extrait de ce plan de Rome, là il est particulièrement chiffonné, mais le temple d'Apollon, la maison d'Auguste était par là, et vous avez une bibliothèque latine et une bibliothèque grecque, puisque les Romains étaient bilingues depuis le IIe siècle avant Jésus-Christ, ceux qui avaient les moyens d'être bilingues évidemment. Si vous étiez ouvrier quelque part, vous n'aviez pas besoin d'être bilingue, vous parliez latin et ça suffisait. Et vous aviez par exemple au forum de Trajan une bibliothèque grecque et une bibliothèque latine, ou la bibliothèque grecque est latine ou grecque, peu importe, on ne sait pas où elles étaient. Même chose dans ces forums-là, on avait des lieux de réunion où on faisait cours, on se réunissait pour faire des affaires aussi, on donnait rendez-vous pour une transaction, etc. Et les intellectuels s'asseyaient là pour bavarder, pour écouter un poète, un écrivain quelconque, discuter avec lui. On a un peu plus loin, dans les termes de Trajan, 2 bibliothèques ici aussi, et à côté, il y avait une ruelle, à côté, là, le vicus des sandales, les sandales, c'était pour les dames, où il y avait des locaux où des gens débattaient aussi sur des questions littéraires ou autres. Et je termine par une découverte qu'on a faite tout récemment. Vous avez le forum de Trajan, vous voyez la colonne, il y a cette autoroute mussolinienne ici, et le palais de Venise, la place Venise ici, la machine à écrire. Et si vous allez là, vous voyez ça aujourd'hui. Eh bien, c'est l'Athénéum. Si vous êtes allé récemment, vous voyez ici des palissades. C'est l'Athénéum d'Adrien. C'était une école des arts libéraux. Et vous voyez, il y avait des tribunes comme ça et un espace au milieu où on venait débattre, écouter des maîtres qui lisaient de leurs œuvres ou des philosophes qui discutaient entre eux. Parce qu'il faut savoir que Rome, à cette époque, est le centre du monde intellectuel. Les Romains ont réinventé la Grèce. C'est eux qui ont inventé Athènes. Athènes était un trou perdu à l'époque. Ça sonnait lieu d'internat pour les grandes familles. On envoyait le fils à Athènes pour qu'il apprenne un peu de grec, un peu de philosophie et de sciences nat, mais c'était un trou. Et la vraie Grèce, c'était en Asie mineure, à l'époque à Éphèse, à Antioche, etc. Mais tous les gens d'Antioche et d'Éphèse venaient, les artistes, les écrivains, à Rome. D'ailleurs, au IIe siècle, la langue littéraire préférée à Rome, c'est le grec. Tous les auteurs écrivent en grec. Ça changera de nouveau au IIIe siècle, où ils écrivent en latin. Mais à cette époque, tout le monde écrit en grec à Rome. Et c'est Rome qui vraiment a réinventé la culture grecque. Parce que Cicéron, par exemple, s'intéressait à Platon, c'était abscon pour les Grecs, parce qu'on était beaucoup plus loin en philosophie. Qu'est-ce qu'il va chercher ça? Il a traduit Platon en latin, il a inventé notre langage philosophique en latin et donc français en traduisant. Mais là, on est 2 siècles presque plus tard, les gens écrivent en grec. Et ils vont dans des lieux comme cela pour apprendre Ils écoutent et ils s'instruisent en écoutant les maîtres. Donc voilà, cette courte excursion à travers Rome, telle fut cette métropole, et on pourrait parler des heures, n'est-ce pas? On ne terminerait pas. Elle était à la fois splendide, luxueuse et pauvre, avec des infrastructures néanmoins spectaculaires et lourdes, mais aussi extrêmement fragiles, comme tout dans l'Antiquité, drainant au IIe siècle des résidents et des visiteurs de toutes les régions du monde, et ça continuera jusqu'au Ve siècle. Même les empereurs de Constantinople viendront encore
admirer Rome. Mais leur fragilité de ces infrastructures, notamment le ravitaillement, les aqueducs, j'en ai pas parlé, mais on a construit depuis le IIe siècle avant Jésus-Christ des aqueducs, etc. Tout cela doit être entretenu. Si ce n'est plus entretenu, si le blé n'arrive plus, eh bien, comme ce fut le cas à partir du IVe siècle, quand l'Empire reçut de Constantin une deuxième capitale, Constantinople, dans la zone riche de l'Empire, parce que l'Italie et l'Occident n'est pas la région riche de l'Empire. La région riche, c'est l'Asie mineure. C'est le nord de la Grèce, l'Hellespont. Ça, c'est des régions riches. Et c'est là qu'ils ont fondé la deuxième capitale, parce qu'ils voyaient qu'ils n'arrivaient plus à résister, à tenir ensemble tout l'Empire. Eh bien, l'État romain n'était plus capable, à partir de ce moment-là, d'assurer le fonctionnement de 2 mégapoles, sa nourriture, son entretien, et en raison de l'affaiblissement puis de l'écroulement complet de cette infrastructure alimentaire notamment, Rome se vida de façon spectaculaire entre 330 environ et le début du VIe siècle de notre ère de 95% de sa population. En 500, Rome, c'est 30 à 50 000 personnes. Un siècle plus tôt, c'était encore près d'1 million. Et ça vous montre aussi la fragilité de ces mégapoles. C'est pas comme aujourd'hui, où même si les choses s'effondrent, il faut du temps pour qu'une ville aussi énorme disparaisse complètement. Voilà, j'espère que vous savez un peu plus comment on vivait ou ne vivait pas à Rome à cette époque, mais voilà. Et je vous ai mis quelques livres où vous pouvez revoir des choses. Je vous remercie. Alors, si vous avez des questions. Il y a une question. Oui, bonsoir, et merci M. Chette. J'ai une question concernant vous avez parlé des œuvres qui ont survécu au travers des codex. Est-ce qu'on a une idée du volume d'œuvres qui n'a pas survécu, qui n'est pas arrivé jusqu'à nous? Et est-ce qu'on a une idée des thèmes qui sont le moins passés à la postérité? Oui, alors pour évaluer, disons, tout ce que nous avons aujourd'hui dans une bibliothèque de latin et de grec, c'est pas grand-chose, mais enfin, bon, c'est quand même intéressant, eh bien, c'est tout ce qu'ils avaient au VIe siècle. Tout ce qui avait survécu. Ils n'avaient pas, au Moyen-Âge, où quand tout ça a été copié, ils ont trouvé moyen de faire brûler quelques manuscrits, d'en perdre quelques autres, mais tout ce que nous avons, c'est ce qui existait encore en 500, ce qui avait été transcrit. Quel est le volume? Je dirais les 3/4 ont été perdus, ou même les 9/10, parce qu'il y en avait des livres. Hein. Quand vous voyez les auteurs romains, Tite-Live, 120 livres dans son histoire romaine, et nous en avons à peine 30 à 40. Hein. Et c'est ça à peu près le volume de ce qu'on a perdu. Hein. Tacite, les histoires, on a 5 livres. Et on a des annales aussi, une petite partie, seulement 6 livres complets, et puis de 11 à 14, je crois, de nouveau des livres complets, mais c'est tout. Je dirais les 9/10 sont perdus. Quel thème? Tout. Et certains livres paraissaient précieux, comme Varron, par exemple, de l'époque de Cicéron, était un savant universel, linguiste, philosophe, historien, et il a tout de suite eu une sorte de réputation d'Einstein romain, ce qui fait que tout le monde l'avait dans sa bibliothèque, chance de survie. Et par exemple, par Augustin, qui l'avait en Afrique, il l'a beaucoup cité dans ses œuvres, et c'est comme ça que la majorité des œuvres de Varron ont survécu, parce que sinon on n'a que des extraits d'1 ou 2 livres qu'il a écrits. C'est un exemple. Les philosophes, donc, les savants, les historiens auraient dû survivre, mais ce qui a complètement perdu, c'est la littérature d'agrément. Nous avons le Satyricon, qui est une vraie merveille,
dans la Rome néronienne, mais c'est le seul pratiquement. Nous avons quelques romans grecs, comme on dit, du IIe siècle, de notre époque, L'âne d'or, etc. Mais c'est presque rien. Apulée, hein, l'histoire de Lucius. Nous avons très peu de romans de cette époque. Très peu de poésie aussi, sauf les auteurs scolaires, de nouveau, ceux qui avaient une application directe. Virgile, tout de suite qualifié de poète de Shakespeare aux Romains, et nous l'avons gardé. Plaute plaisait aussi toujours aux Romains. C'était pas du latin trop difficile, trop archaïque, donc c'est passé. Cicéron, une partie, mais il y a beaucoup de perdus, etc. Parce que lui aussi était considéré comme un des fondateurs de la pensée politique romaine, et philosophique, et littéraire. Voilà, donc en gros, c'est un désastre, mais comment faire? Et puis, ce qui est perdu, notamment, c'est le plus précieux, peut-être, ce qu'on écrivait tous les jours. Et ça s'écrivait sur des tablettes de bois avec enduite de cire. C'est ça qui servait pour écrire. Je vous ai parlé de protocoles de prêtres. Ben, tous les magistrats ou prêtres faisaient des protocoles réguliers. Nous avons été à Cap Cinéma, nous avons écouté une conférence, monsieur le maire a parlé après madame une telle, etc., étaient présents et ceux qui devaient y être signent. C'est une merveille pour nous, historiens. Mais en général, tout ça a pourri, brûlé. Ces prêtres, ces protocoles, je les connais uniquement parce qu'ils ont, pour une raison quelconque, servi. On a donné l'ordre, Auguste a donné l'ordre, qui grave tout ça, une copie de ça sur le marbre qui revêtait le mur de leur sanctuaire. Comme c'était hors de Rome, ça a été enterré et on a gardé des morceaux très importants de cela. On dépend d'un hasard comme tel, mais toute cette littérature professionnelle, les contes, etc. À Pompéi, on trouve des contrats, parce qu'ils ont été enterrés par des lapillis ou de la lave et ont été protégés. Et ça, avoir des contrats d'une petite société de Pompéi, de commerçants, c'est merveilleux aussi. Enfin voilà. Est-ce que vous pourriez nous dire s'il y avait un système de santé organisé? Il y avait, vous rappelez, vous avez vu le temple d'Esculape sur l'île du Tibre. Depuis le début du IIIe siècle avant Jésus-Christ, les Romains ont invité ce dieu qui était un lieu donc, où on venait dormir quand on avait une affection quelconque, et on faisait un songe, et puis il y avait des interprètes qui le matin vous disaient que le dieu voulait dire qu'il fallait toucher son autel ou manger des cendres de son autel, enfin n'importe quoi, et on guérirait. Et on a des inscriptions où ils disent qu'ils ont fait ça, ils ont guéri effectivement. Mais c'est petit, ça ne peut pas concevoir. Et on a un texte de l'empereur Claude qui aimait bien dire leurs 4 vérités aux Romains, et il dit notamment aux Romains riches que ça suffisait qu'ils mettent leurs esclaves moribonds au temple d'Esculape pour qu'ils n'aient pas besoin de s'occuper d'eux pendant leurs derniers jours. Donc c'était un peu triste. Sinon, les médecins, les familles avaient des médecins, les bonnes familles, qui soignaient sans doute la moitié du quartier. Il y a le fameux Galien qui, à notre époque, a été à Rome et a fait des conférences partout, et a écrit. Il avait une bibliothèque qui était près du temple de Vesta. Elle a brûlé d'ailleurs dans un incendie, et une partie de ses œuvres ont été irrécupérables dès cette époque. Mais il était là et il guérissait les gens, il faisait des conférences, formait des gens. Il y avait des médecins un peu partout, puis dans les familles, il y avait les recettes traditionnelles qui continuaient. Il n'y avait pas d'hôpitaux ou de choses comme ça. Ça n'existait que pour l'armée. L'armée avait des hôpitaux militaires, etc. Mais pour les civils, non, ils n'avaient qu'à pas être malades.
Mais il y avait ces médecins professionnels. Chaque bonne famille s'attachait à un médecin. Et les empereurs, bien sûr, aussi. Auguste, par exemple, a été traité, il y avait un type qui sévissait à l'époque, qui guérissait tout à l'eau froide et glacée. Donc il mettait les pauvres patients dans de l'eau glacée, et c'était la thérapie de toute la bonne société, au point qu'Auguste lui a fait dresser une statue au temple d'Esculape, comme collègue du dieu médecin. Oui. Monsieur le professeur, je voudrais poser une question qui peut paraître un peu purement technique et même à la limite du hors-sujet, puisqu'elle s'adresserait plus naturellement à un grammairien ou à un linguiste qu'à un historien. Mais enfin, vous avez cité quelques mots latins au détour de votre conférence passionnante et en utilisant naturellement la convention actuelle de l'enseignement du latin, c'est-à-dire cette prononciation dite restituée, qui est en usage depuis les années 60. Alors, ma question, c'est de savoir quelles sont vos affinités personnelles avec cette prononciation restituée qui, encore une fois, s'impose à l'enseignement actuel du latin, mais qui peut paraître un petit peu contestable parce que, naturellement, à certains moments, par certains exemples, on comprend bien que le fait que l'empereur soit appelé Kaiser ou Tsar, cela vienne de César, mais ça n'est peut-être pas une raison pour dire Caesar quand les Italiens continuent de dire Cesare et que le latin d'église a donné une continuité à la prononciation locale du latin. C'est Caesar, pas Caesar. Caesar, c'était un S. Je suis agrégé de grammaire, faites attention. Très bien, d'autant mieux. Non, et j'ai appris le latin comme ça. Parce que la France était le seul pays où il n'y avait pas la... Bon, il y a des choses... le latin anglais, je défie quiconque de le comprendre. Le latin d'église qu'on prononce en Italie, ils mettent les accents correctement, mais les tche, etc., ça n'a jamais existé. Et non, ça, moi, je crois que la prononciation dite restituée, il ne faut plus l'appeler comme ça, c'est la prononciation du latin, parce que nous le savons par la transcription en grec. Et en grec, on a la restitution correcte. Et puis, il faut se dire, au IIe siècle, moi j'ai étudié donc, ces inscriptions de prêtres qui vont de 30 avant Jésus-Christ à 304. Et il y a des inscriptions assez longues, plus longues, au mesure qu'on a... Et au IIIe siècle, je ne sais pas comment on prononçait, et on est en train de glisser vers la langue romane, ça se voit. La grammaire se barbarise, même chez des scribes impériaux, qui sont des hauts fonctionnaires. Ils n'auraient pas eu la moyenne dans nos thèmes, hein. Mais c'est comme ça. Mais à l'époque, la bonne époque, et au IIe siècle, c'est comme ça qu'on prononçait le latin. Je ne sais pas comment un grec prononçait le latin. Les snobs prétendaient qu'ils ne connaissaient pas, mais il y avait une chose dont j'ai absolument pas parlé, une des créations éternelles des Romains, c'est le droit romain, qui s'appliquait à tout l'Empire. C'est-à-dire c'est un droit né au bord du Tibre, par la coutume, et qui n'existait que dans la coutume. Et puis un jour, en 450 avant Jésus-Christ, quelques fous ont l'idée de réunir ces principes sur la loi des 12 tables. C'est la seule chose qui ait jamais été écrite. Et c'est des sortes de formules très simples. Et tout le monde se répète ça à l'école, on l'apprend par cœur. Et comme la réalité ne peut plus cadrer, au IIe siècle avant, au IIe siècle après, avec ce qui a été écrit au Ve siècle avant Jésus-Christ, dans une toute petite ville, etc., eh bien, les magistrats romains font de la jurisprudence. Ils et les professeurs de droit, ensuite, qui siègent dans ces exèdres que je vous ai montrés, ils ont deux principes. Des principes précédents, donc de la coutume, la tradition, nous ne changeons rien. Mais, faisons comme si vous étiez dans cette situation. Alors, ils trouvent un moyen de s'adapter. C'est assez extraordinaire, ils arrivent à créer un droit local même en fonction des besoins, en faisant
le terme le plus utilisé dans le droit romain que dans les digestes et dans le code de Justinien et de Théodore, c'est quasi, comme si c'était dans cette situation. Là encore, je conseillerais aux juristes de Bruxelles de lire le digeste, les digestes et les codes. Et ça, c'est, pour revenir à la question, ça n'existait qu'en latin. Et si vous vouliez être un pezzo grosso, comme disent les Italiens, faire carrière, comme chevalier dans une grande préfecture ou comme sénateur même, donc comme magistrat, il fallait connaître ça. Parce qu'on vous demandait cela. Un empereur romain faisait ça toute la journée. Marc Aurèle, un jour, s'est plaint parce qu'il était en vacances, c'était au moment où tout le monde disparaissait de Rome. Lui, il était à Lorium, à 15 km de Rome, dans la villa, près de Fregel, et il dit dans ses mémoires, là, voilà, j'étais là pour lire, pour méditer, faire de la philosophie, de la littérature. J'ai rendu des arrêts toute la journée. Adrien, à Athènes, dans une procession officielle, il y a une vieille dame qui vient le prendre parce qu'il y avait un accès comme ça à Rome. Pas de forme. Hein. On secoue l'empereur, il dit « J'ai une question de droit à te poser ». Alors Adrien dit « Bon, pas maintenant, etc. Je ne peux pas te répondre. » Si, elle dit « C'est pour ça que tu es empereur ». Et Adrien a compris, il a fait tout arrêter, il a écouté la mémé, il lui a dit « Voilà, ça c'est le principe ». Sans doute en se faisant conseiller aussi par quelques assesseurs. C'est ça la Rome. On peut arrêter l'empereur dans la rue. Vespasien allait dans les thermes et il y avait des vétérans qui ouvraient leur tunique en voyant les cicatrices. Il dit, voilà, je t'aime bien, empereur, etc. C'est comme ça que ça se passait. Mais tout ça se faisait en latin et les Grecs étaient priés de connaître ça. Ainsi, l'une des plus grandes écoles de droit romaines était à Beyrouth. Beyrouth était une colonie romaine. Donc longtemps, jusqu'au début du IIe siècle, on parlait latin à Beyrouth officiellement. Après, comme partout dans l'Orient, le grec reprend le dessus, parce qu'avec les mariages, rapidement, ça devient la deuxième langue et la première langue, puisqu'autour, tout le monde parle grec. Mais il y avait une école de droit romain en latin. Donc c'est intéressant de voir cela. J'aurais quand même voulu entendre comment il parlait le latin. Ça. Vous nous avez parlé d'une grande cité, immense, etc. Donc il y avait des édiles compétents, vous nous avez dit. Et alors comment était encodée l'organisation des aqueducs pour amener l'eau, des égouts pour ramener les détritus. Mais alors la circulation dans des venelles, comment faisait-il? Y avait-il des contractuels, des feux tricolores? Y avait-il un stationnement payant ou gratuit? Parce que non, il y avait pourrait nous servir. Un premier règlement. Personne n'a le droit de se déplacer en voiture en ville. Simple. C'est-à-dire, si vous n'étiez pas une Vestale, mais il y en avait 9, bon, c'est tolérable. Si vous n'aviez pas une fonction importante, vous ne rouliez pas en voiture. Ça, il y avait des règles. Comme ce n'était pas possible, c'était des ruelles infâmes. Mais c'était infaisable. César avait voulu créer... César, c'était un utopiste, d'ailleurs, ça s'est terminé comme ça. Il avait pensé, vous voyez que le Tibre fait un coude le long du champ de Mars, etc. Il voulait dévier le Tibre, le faire passer tout droit jusqu'à 5-6 km au sud-ouest de Rome. Et il aurait récupéré toute cette plaine qu'ils auraient asséchée, et il aurait construit une belle Rome, comme certaines colonies, avec des rues à angle droit, etc. Mais les gens ont trouvé ça sacrilège, on ne touche pas au Tibre. Hein. Et puis le paysage est comme il est, on ne touche pas. Mais ils n'ont pas eu la possibilité de réinventer toute la ville. Alors que certaines colonies sont tellement extraordinaires. Mais là, ils pouvaient, parce qu'il n'y avait rien. Le micro.
l'ensemble de trompettes de l'école de musique,